Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau pour une émission des rendez-vous de l'Institut Georges Pompidou. Récemment, nous avons pu organiser une émission sur le SMIC et la mensualisation. Et cette fois-ci, nous sommes très heureux de l'opportunité d'évoquer la question des médias. C'est un élément important de l'histoire de la Ve République, en particulier au niveau de la fonction présidentielle. Et pour en parler aujourd'hui, on a la chance de recevoir Jean-Pierre Tessier comme grand témoin, qui est vice-président de l'Institut Georges Pompidou, et Madame Evelyne Cohen, qui est professeure émérite des universités. Alors, Monsieur Tessier, de 1971 à 1974, vous avez été chargé de mission au cabinet du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas. Vous avez suivi à cette occasion en particulier le secteur de la presse écrite. Ensuite, au secrétariat général de la présidence de la République au service de presse. De 1974 à 1986, ensuite, vous avez travaillé dans la télévision, TDF, TF1 et CLT-RTL. Vous avez été également PDG de France Loto, qui était la Française des Jeux, de 1987 à 1990. Et vous avez été PDG de l'INA, de 1994 à 1999. Donc on va parler d'archives aussi avec Madame Cohen. Et donc c'était une expérience aussi très enrichissante et très utile pour nos échanges. Vous avez publié 2 ouvrages, La télévision change de siècle au Cherche Midi en 1999 et en 2004, Frapper sans heurter, quelle éthique pour la publicité. Vous avez également traité des enjeux de la télé-réalité en 2003, un ouvrage publié avec Dominique Roux chez Economica. Alors, Evelyne Cohen, vous êtes professeure émérite des universités en histoire culturelle et histoire des médias des XXe et XXIe siècles à l'ENSIP, donc à l'Université de Lyon. Vous êtes membre des comités de rédaction des revues Société et Représentation et Le Temps des médias. Vous travaillez donc à partir des archives audiovisuelles et écrites de la télévision et vous avez publié entre autres avec Olivier Roger Les politiques audiovisuelles en France de 1945 à nos jours, publié en 2020 à la Documentation française. Avec Pascal Goetschel, vous avez coordonné la revue d'histoire culturelle 18e, 21e siècle et vous avez co-dirigé avec Anaïs Fléché, Laurent Martin et Pascal Horry, Cultural History in France, Local Debates, Global Perspectives, et c'est publié chez Routledge en 2019. Alors, avant de commencer cet entretien, cet échange, effectivement, comme je l'ai évoqué, les médias jouent un rôle important dans l'image du président de la République. Et à l'époque du président de Gaulle et ensuite de Georges Pompidou, la politique des médias est au cœur de l'image et aussi de l'installation du nouveau régime de la Ve République. Donc je vous propose d'éclairer le long de cet entretien le rôle de Georges Pompidou sur les médias, depuis ses fonctions de Premier ministre, l'ORTF au service de la politique du général et ensuite et de sa grande figure, de sa haute stature, mais aussi le niveau de contrôle plus complexe de la presse écrite, puisque la censure est maintenue sous son quinquennat. Alors on a tendance à réduire justement ces 5 années de Georges Pompidou à l'Élysée à un certain prolongement de la politique des médias du général de Gaulle, à une réserve près, son image, celle de son couple, du couple présidentiel, de sa famille, qu'il expose dans les médias. Donc, si vous le voulez bien, on va peut-être pouvoir traiter en 2 temps, d'une part de cette politique des médias, et ensuite de la gestion par Georges Pompidou de son image présidentielle. Alors, Monsieur Tessier, peut-être pouvons-nous commencer tout d'abord sur la presse écrite, puisque vous étiez au cœur de la gestion de ce secteur à Matignon, et nous dire un petit peu comment vous avez vu tout ça, vécu, et quel est votre regard aujourd'hui sur cette politique. Volontiers. Il faut d'abord rappeler qu'il n'y avait plus de ministère de l'information à compter de 1969. Ça faisait partie de l'engagement pris par le président, d'ailleurs, pendant sa campagne présidentielle, notamment vis-à-vis des centristes qui ralliaient à l'époque la majorité présidentielle. Ce qui signifie qu'il fallait bien qu'il y ait quelque part
une équipe pour notamment gérer les médias, qu'on appelait à l'époque la presse, et notamment s'occuper du SJTI, du service juridique et technique de l'information, qui gérait le problème des journalistes, la carte de presse, la commission de publication, etc., et le RTF. Et donc, Matignon s'est retrouvé investi pour la première fois dans l'histoire de la République de cette fonction-là. Ce qui fait que tout remontait au Premier ministre. Et les problèmes sont venus à cause de ça. Bon. Alors effectivement, il y avait deux aspects au cabinet. Nous étions deux à suivre, l'un le RTF, l'autre la presse écrite, sous la responsabilité de Roger Vors, qui était chargé de mission pour les relations publiques. C'était le terme qui avait été adopté un peu novateur autour de Chaban. Pour la presse écrite, il faut rappeler qu'à l'époque, la crise structurelle de la presse commençait très fort, aux dépens des quotidiens, pas des magazines qui au contraire se portaient très bien, l'Express, le Nouvel Observateur, et auquel le Point a été créé à la fin de cette période, 1975. Donc les quotidiens, en revanche, subissaient des difficultés économiques très importantes du fait de l'augmentation des coûts de production et de distribution de la presse, ce qui fait que vous avez eu une disparition de nombreux quotidiens à ce moment-là, que des grands quotidiens comme François avaient de grosses difficultés, que le lectorat des quotidiens a beaucoup baissé, moins dans la presse quotidienne régionale que dans la presse parisienne subissant de plein fouet la concurrence de la télévision. Rappelons-nous que les Français, à la fin du mandat de Pompidou, étaient 82% à posséder un poste de télévision. Quand il est arrivé comme Premier ministre, ils étaient à peu près 22%. Donc vous voyez la différence qui ponctue et qui illustre le phénomène de la télévision au moment de la présidence de Georges Pompidou après son passage à Matignon. La presse écrite, devant ces difficultés, s'est effectivement adressée au gouvernement pour bénéficier d'aides de la presse déjà très importantes, aide postale, TVA à taux réduit, le fameux 39 bis qui permettait de réinvestir ces bénéfices dans les investissements hors ponction fiscale. Et ces difficultés ont conduit le gouvernement à créer une commission confiée à Jean Cerizet pour voir un petit peu comment les aides à la presse pouvaient être mieux distribuées. La demande des quotidiens, notamment parisiens, c'était que ces aides bénéficient essentiellement, sinon même exclusivement, à la presse d'information générale et politique, en laissant de côté ce qui était purement récréatif ou de divertissement. Il était paru. Alors, il y a eu des discussions qui ont duré des semaines et des semaines. J'étais rapporteur de la commission, et en dépit de l'habileté de Jean Cerizet, qui était un monsieur merveilleux, plein de douceur et de subtilité, on n'a pas réussi à introduire des critères objectifs permettant de discriminer les uns par rapport aux autres. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire. Bon. Donc, ça a néanmoins abouti à la création d'un fonds d'aide à la presse quotidienne à faible ressources publicitaires, le chiffre de 25%, je crois que c'était le chiffre de 25% qui devait être retenu. Quand vous étiez au-dessous de 25% de ressources publicitaires par rapport aux ressources globales, vous bénéficiez d'une subvention. Et nous avons, avec Jean Gélamur, qui était le patron de La Croix à l'époque, on s'est vu pendant de très nombreuses semaines pour essayer de bâtir un système objectif permettant de distribuer cette subvention à des quotidiens. Alors il y avait d'un côté La Nation et de l'autre l'Humanité, il y avait d'un côté La Croix et de l'autre Libération, donc tout ça était d'un équilibre subtil qui était quand même basé sur des critères qu'on espérait objectifs. Ce qui est intéressant, c'est que ce fonds existe toujours. Donc au moins, il est resté cela de cette période. Mais la presse écrite, effectivement, a été une grande préoccupation pendant ce moment-là, avec en plus le problème des prises de contrôle de Robert Hersant de Paris-Normandie et d'autres, qui inquiétaient beaucoup les journalistes. Les sociétés de rédacteurs étaient très à la mode, permettant de faire participer les journalistes beaucoup plus à ces entreprises de presse.
Donc on avait là un terrain où le Premier ministre était en première ligne, Oui, c'est ça. ce qui lui a beaucoup moins nui que du côté de l'audiovisuel public. Oui. Mais un journal comme Le Monde avait à l'époque un Très tirage fort lectorat. très fort Alors lectorat. effectivement, vous avez raison, c'est une exception dans les quotidiens due au rajeunissement du lectorat du Monde, aux capacités d'analyse que ce journal offrait. Moi je me souviens que étudiant à Sciences Po, on découpait tous les jours des articles pour nos dossiers. Je ne sais pas si ça existe toujours. Mais Le Monde, effectivement, est une exception parmi les quotidiens. Et aussi des quotidiens régionaux. Des quotidiens régionaux très puissants, gardant leur lectorat parce qu'ils étaient seuls dans leur zone de diffusion. C'était un avantage non négligeable. Alors que la concurrence existait pour les quotidiens parisiens. Oui, donc il y avait un soutien à la presse écrite dans un contexte de concurrence avec l'audiovisuel en particulier, mais peut-être pas seulement, et en même temps le maintien d'une censure à ce moment sous le quinquennat de Georges Pompidou. Donc Evelyne Cohen, peut-être quelques éléments de précision. Il y avait le maintien effectivement d'une censure. Alors, comme l'avait dit De Gaulle, hein, la presse n'était pas censurée. Quand il disait « toute la presse est contre moi », bon, moi j'ai la télé, hein, j'ai la télé et la radio, donc voilà. Donc les médias, alors en 68, tout le monde le sait, hein, ils étaient extrêmement contrôlés, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'informations passées par les radios périphériques. D'accord. Ouais. Hein. Donc, il y avait donc un ministère de l'information qui a quand même, à partir de 69, été supprimé, donc c'est quand même très important. Il a fait une petite réapparition dans les... Oui, en 72. Voilà, donc il est revenu. Et donc le contrôle, c'était un contrôle qui existait au jour le jour, hein, quand il y avait avant 69, donc quand il y avait le service des liaisons interministérielles pour l'information. Moi j'ai pu consulter les archives, justement, les archives écrites. C'est très étonnant de voir comment tout ça a été noté au jour le jour, avant diffusion, et donc il y avait toutes sortes de ruses pour déjouer la censure. C'est comme ça que des patrons comme des groupes, comme Lazareff, etc., arrivaient à leur fin, c'est-à-dire qu'ils avaient des ruses. Oui, moi je distinguerais quand même l'audiovisuel Tout à fait. De la presse écrite. Oui. Il y avait une forme de censure, entre guillemets, dans l'audiovisuel public, dans la mesure où certains sujets ne passaient pas, c'est ça essentiellement, parce que soit, effectivement, le gouvernement passait un coup de téléphone, etc., soit surtout, les patrons eux-mêmes à l'ERTF faisaient le travail. Bon. En revanche, dans la presse écrite, à part le régime particulier des publications destinées à la jeunesse, il n'y avait pas de base juridique permettant au gouvernement d'interdire tel ou tel article de journal. C'est à cette époque que Charlie Hebdo commence à publier... le fameux bal tragique à Colombey. Oui, absolument. Oui. Donc, et même Georges Pompidou est croqué souvent des articles... les caricaturistes sont donnés à cœur joie. Oui. Mais là, c'était très difficile pour les pouvoirs publics d'intervenir. Bon. Et le Canard enchaîné jouait un rôle aussi important. Très important, oui, absolument. Absolument. Oui, alors du coup, sur le plan audiovisuel, en revanche, on a l'impression qu'il y a une certaine libéralisation qui était donc inscrite dans le programme de Georges Pompidou. Alors, Monsieur Tessier pourrait dire un mot là-dessus. Oui, et il ne faut pas oublier que la libéralisation de l'ORTF faisait partie du programme présidentiel. Ça a été une demande des centristes pour entrer dans la majorité présidentielle, et donc l'instruction de libéraliser l'ORTF est venue du président au Premier ministre. Ça faisait partie d'une instruction de départ donnée au Premier ministre. Et ce n'est pas du tout Jacques Chaban-Delmas qui l'a lui-même initié, contrairement à ce qu'on pense. Hein. Bon. Mais quand même, dans ce qu'écrit Chaban dans l'Ardeur, il dit que Pompidou était contre. L'Ardeur, moi j'ai vu souvent Jacques Chaban-Delmas à ce moment-là. Je l'adorais, j'ai eu des contacts avec lui jusqu'à sa fin. L'Ardeur a été écrite à un moment où il avait des récriminations. Toutes les difficultés nées de 72. Bon. Mais il ne faut pas quand même oublier que Jacques Chaban-Delmas a été le Premier ministre choisi avec des instructions d'action par le président, et que pendant plus de 3 ans, il a quand même été chef de gouvernement du président de la République. Bon. Donc la libéralisation faisait partie
du programme qu'il fallait mettre en œuvre. Alors, plus la disparition du ministère de l'Information. Donc ça s'est illustré, concrétisé de deux manières. D'une part, la disparition du ministère de l'Information, du coup tout remonté à Matignon, inconvénient grave pour le Premier ministre, qui a été corrigé à partir de 1972. On a recréé, avec Philippe Malot, un secrétaire d'État au service de l'information. On n'a pas voulu prendre, etc. Et avec la réforme de 1972, de l'ORTF, consistant à créer un PDG au lieu d'avoir un directeur général pour donner plus d'indépendance et de solidité au patron de l'office, avec en plus la personne et la personnalité d'Arthur Comte. Donc ça faisait partie du premier élément de la libéralisation. Et ensuite, on a eu effectivement la création de 2 unités d'information télévisée, séparées du reste de l'office, avec 2 patrons à leur tête, Jacqueline Baudrier et Pierre Desgros. Bon. Donc, d'où sont venus leurs noms? Est-ce que c'est Chaban? Est-ce que c'est Pompidou? Je crois qu'en fait, Pompidou n'a pas donné d'instructions précises. Desgros, il avait quand même été viré, on peut dire. En 68, voilà. avec donc, 60 autres. Il y a eu toute une période où il était hors circuit. Absolument. Absolument. Mais c'est quand même lui qui a réalisé ce film dont on parlera tout à l'heure, qui a été à la base de l'image de Georges Pompidou avec Knapp. Et donc, les relations étaient bonnes, mais ils se voyaient très peu. Desgros n'a jamais demandé à voir le président de la République, le président de la République n'a jamais demandé à voir Pierre Desgros. Bon. Donc, c'est pas à ce niveau-là que se passaient les choses. Donc là, à ce moment-là, au fil des mois, est apparu un hiatus entre la majorité parlementaire, qui de plus en plus récriminait contre les journaux télévisés. Je me souviens qu'à Matignon, on recevait tous les jours des lettres du secrétaire général du parti gaulliste, etc. Et tout ceci s'est aggravé avec la maladie présidentielle, bon, puisque les choses étaient moins cadrées. Alors, il ne faut pas oublier qu'à l'Élysée, en plus, je le dis souvent parce qu'on l'a oublié dans l'affaire Chaban-Pompidou, il y avait 2 ailes. Il y avait une aile droite, Pierre Juillet, Marie-France Garot, et il y avait une aile gauche avec Jobert et Balladur. Et c'est Jobert et Balladur qui suivaient l'audiovisuel public. D'accord. Faut et pas comment oublier ça se traduisait justement ces différences-là? Par exemple, moi j'avais rapport avec quand je m'occupais des questions à Matignon, j'étais convoqué par Édouard Balladur. Pas par Marie-France Garot. D'accord. Donc, au secrétaire général, c'était lui qui avait ce genre de dossier. Donc, il y avait un équilibre dont jouait Georges Pompidou. Savamment. Donc, il ne faut pas du tout avoir une idée d'un abominable réactionnaire qui a voulu mettre au pas l'ORTF, etc. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus subtil. Et puis, il avait cet engagement présidentiel à satisfaire. Libéralisé. Donc il fallait le faire. Alors ensuite sont intervenus effectivement un moindre préoccupation de sa part avec sa maladie, les difficultés qui arrivaient, etc. Et c'est à ce moment-là que ça a un peu dérapé et où il a fallu mettre fin au problème central, à savoir l'énormité qu'était devenue l'ORTF, avec 16 000 salariés, une bureaucratie extrêmement importante, des dérapages inévitables avec l'affaire de la publicité clandestine. Avec des sénateurs qui avaient... qui ne datait pas d'hier, d'après ce que nous avons pu voir en histoire. C'est-à-dire que tous les feuilletons de l'ORTF, par exemple, étaient remplis de publicité. Voilà, Evelyne Cohen, peut-être vous pouvez développer un peu, vous avez beaucoup travaillé sur l'ORTF, donc voir un petit peu comment fonctionne cette maison à ce moment-là, cette énorme maison, effectivement 16 000 salariés, et dans quel état elle est, si j'ose dire, matériellement, humainement, et
finalement, on sait qu'en 1975, bon, c'est la dissolution de l'ORTF, mais sous Giscard d'Estaing. 74. 74. Non. Dernier Conseil des ministres, Conseil des ministres de février 74. Oui, c'est ça. C'est là où le Conseil des ministres a décidé de la création de 6 établissements publics pour remplacer l'ORTF. Oui. C'est juste ce que je voulais dire, c'était mais ça a été mis en œuvre après. Ça a commencé au 1er janvier 1975. Il y a d'autres points très différents, comme la loi IVG qui est soumise une première fois en décembre 1973 sous le gouvernement Messmer. Bon. Donc effectivement, est-ce que vous pourriez nous apporter des éclairages historiques sur la situation de cette maison? Qu'est-ce que c'est? Enfin, aujourd'hui, ça nous paraît assez c'est-à-dire que on disait à l'époque déjà que c'était une télévision de gouvernement. Une télévision de gouvernement avec le pouvoir, qui avait le pouvoir de nomination à tous les niveaux, en particulier au niveau du conseil d'administration de l'ORTF. Donc tout ceci semblait très verrouillé. En même temps, ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu étudier, c'est que finalement, il y avait toutes sortes de manières d'échapper finalement à la censure, au contrôle, etc. Donc c'était à la fois très contrôlé sur le plan politique, mais il y avait la division très forte entre le secteur des programmes, avec des réalisateurs qui venaient quand même, y compris beaucoup de la gauche, voire de l'extrême gauche. Oui, le but de Chaumont était... Voilà. Donc Roger Louis, Jacques Crière, tout ça. Voilà, tout ça c'était véritablement très, très libre finalement. Et c'est là que justement intervient cette fameuse circulaire de Jean-Jacques de Bresson en 1970 sur la séparation des genres, qui dit on doit contrôler tout, et il n'est pas question de parler de politique dans des programmes de divertissement. Grosso modo, il y a eu une extension et un durcissement en 1970. D'accord, donc une évolution un peu du contrôle plus étroit. Voilà, mais en fait, ce que nous les historiens, nous avons pu étudier, et en particulier à partir des archives audiovisuelles, c'est que finalement, la télévision laisse toujours voir un certain nombre de choses. Quand on s'est regardé, par exemple, on a dit à un moment donné, on n'a jamais parlé de la guerre d'Algérie. C'est faux. On a beaucoup parlé de la guerre d'Algérie, on a beaucoup montré d'images, etc. Donc finalement, il y a des choses, quand on regarde vraiment, qui se laissent voir. Moi, je pense que, si vous voulez, concernant les pouvoirs de la télévision en particulier, il y a un basculement, il y a un changement à partir de 1965, où on prend conscience, justement, du pouvoir de ces nouveaux médias. Par exemple, en 1965, il y a une enquête des préfets qui se demande quel est le pouvoir d'influence de chacun des médias, y compris les affiches, les meetings, etc. Voilà, commandité quand même au niveau des préfets. Et donc là, on mesure, si vous voulez, ce que même De Gaulle n'avait peut-être pas mesuré complètement en 1965. On mesure que ça devient le média principal. Il le mesure vite et il se l'approprie vite, en tout cas. Voilà. Oui. Donc, mais au début, il trébuche aussi, comme Pompidou aussi a trébuché. C'est-à-dire que visiblement, il fallait apprendre la télévision. Il fallait l'apprendre, oui. Et justement, pour revenir sur ces 3 personnalités, alors le général Georges Pompidou et Jacques Chaban-Delmas, leur rapport à l'écran. Donc on vient de parler de Charles de Gaulle qui se l'approprie, qui exerce un contrôle via l'ORTF, etc. Mais ensuite, effectivement, Jacques Chaban-Delmas d'office se retrouve chargé de l'information. C'est lui qui est chargé d'appliquer cette politique de libéralisation qui a peut-être des causes aussi économiques, enfin je ne sais pas si on peut en dire 2 mots. C'est la fameuse déclaration parlementaire de septembre 69, quand il intervient et ça devient la pièce quasiment maîtresse et il dit qu'il va mettre une priorité sur la question de l'information. Oui, alors nous avons donc un Georges Pompidou qui a dans son programme la libéralisation de l'ORTF, donc il s'intéresse à ce sujet, mais qui pour autant ne le gère pas directement, puisque c'est Jacques Chaban-Delmas qui est en charge donc, cette affaire-là, et ça se retourne un petit peu aussi contre lui, avec Pierre Desgroupes. Est-ce que vous pouvez, Monsieur Tessier, revenir sur ce Oui, finalement, ça a été cette instruction donnée par le président au départ,
s'est retourné contre Jacques Chaban-Delmas, on a beaucoup souffert parce que constamment nous avions à Matignon un problème au RTF. Constamment, publicité clandestine ou autre. Il y avait constamment un sénateur comme Caillavet qui montait au créneau, qui créait une commission d'enquête. Ça n'arrêtait pas. Donc le pauvre Premier ministre était complètement submergé par cette problématique qui l'empêchait de faire autre chose. Et on l'accusait de tous les maux, à la fois d'avoir laissé s'exprimer des journalistes jugés dangereux pour le pays et l'action gouvernementale, de laisser un office monstrueux dériver dans sa gestion, enfin bref, toutes les critiques s'accumulaient, et je crois profondément que ça a été l'une des causes du départ du Premier ministre. D'accord. Certainement. Et à l'Élysée, qui gérait ce volet information C'est Édouard Balladur qui était en charge, le secrétaire général du gouvernement de la présidence de la République, de cet aspect des choses, et qui l'a gardé lorsqu'il a succédé à Michel Jobert. D'accord, d'accord. Donc c'était lui la personnalité qui s'intéressait. Et pour revenir justement sur le RTF, ce monopole, cette libéralisation, il y a aussi l'époque où la publicité fait son apparition, donc après 68, et puis des questions économiques aussi qui peut-être expliquaient ce début de libéralisation. Oui. Je crois qu'il faudrait qu'on reprécise la question, la fameuse question de la voix de la France, qui a quand même été mise en avant à plusieurs reprises, c'est-à-dire une fois en 70, ça a été formulé comme ça par Georges Pompidou. Et puis en 72, en septembre 72, on n'a pas parlé des conférences de presse. C'est peut-être intéressant de parler des conférences de presse. Et là, il y a cette phrase remarquable qui est restée dans les mémoires de Georges Pompidou qui dit donc qu'on le veuille ou non, les journalistes sont considérés comme la voix de la France, qu'on le veuille ou non. Oui. Ce qu'on le veuille ou non est peut-être lourd de sens. Voilà. Alors, en ce qui concerne la publicité, donc l'introduction de la publicité n'est pas le résultat de mai 68. C'était décidé antérieurement. Voilà. Et donc, l'introduction de la publicité, ça faisait quand même un certain nombre d'années que c'était en débat. C'est pas venu juste là. Et entre autres, les grands administrateurs de la télévision trouvaient qu'il fallait l'introduire de façon licite, parce qu'elle existait auparavant, mais il fallait l'introduire de façon licite pour résoudre en particulier la question des finances, qui devenait de plus en plus lourde, avec le fait aussi qu'on avait déjà 2 chaînes, et en 73, une 3e. Donc il fallait financer tout ça. Et il y avait un financement qui était quand même dès l'origine de la télévision, c'était la redevance. La redevance qui était un lien finalement, y compris avec les Français. Parce que les Français, l'opinion générale disait qu'on avait droit à une bonne télévision parce qu'on payait la redevance. D'accord, donc il y avait ce lien donc sur les débats récents sur la redevance. Vous avez raison, il y a effectivement cette explication de l'introduction de la publicité télévisée. Il y en a une seconde, c'est la demande des annonceurs. Parce que nous étions le dernier pays en Europe, voire même dans tout le monde occidental, là où il existait des télévisions, de ne pas avoir de publicité à la télévision. C'était complètement anachronique. Bon. Et les marques, les annonceurs, les entreprises le réclamaient, parce qu'elles en avaient besoin pour leur stratégie propre de marketing et de publicité. C'est la deuxième raison. Tout à fait, oui, ça c'est très intéressant. Et du coup, ces difficultés financières, est-ce qu'on sait un peu d'où elles venaient ? Est-ce que le passage à la couleur sur le plan technique, je ne sais pas, sûrement, des caméras... Oui, mais ça restait quand même encore limité, expérimental. Beaucoup de gens avaient toujours des postes noirs et blancs et ils trituraient les boutons de l'appareil de télévision pour arriver à capter la 2e chaîne. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est vraiment l'introduction de la couleur qui a fait un coup. C'est quand même un héritage budgétaire. Quand vous regardez les discussions parlementaires, les débats parlementaires, vous voyez que chaque année, il y a un problème de financement. Il y avait les couvertures du réseau à assurer. Oui, les qui n'était pas terminé. En 62, le réseau n'était pas complet. Il y avait la première chaîne qui avait un réseau important, mais la seconde ne l'avait pas, a fortiori la 3e à la fin du mandat de Georges Pompidou. Donc il y avait ce coût-là assuré. Quant à la couleur, il ne faut pas oublier qu'un récepteur couleur coûtait le prix d'une voiture lorsque la
couleur a été introduite en 1957, puis dans les années 60. Ça coûtait horriblement cher, ce qui fait que, vous avez raison de le dire, peu de Français avaient la possibilité de se l'offrir. Et ça coûtait quand même de plus en plus cher, tout l'appel à cette ressource nouvelle qui quand même ne devait jamais dépasser 25% des ressources globales de l'Office. C'était une limite que la presse écrite, notamment, très inquiète de cette concurrence, avait fini par imposer. Donc le démantèlement de l'ORTF était déjà une préoccupation Oui. Déjà Marceau Long, à la fin du mandat de Georges Pompidou, avait préconisé et préparé cette réforme. Donc elle a été décidée en Conseil des ministres. Il y avait tout un débat contradictoire pour savoir si c'était un démantèlement de l'ORTF, si on était en train de supprimer carrément, en particulier vis-à-vis des personnels qui, eux, refusaient que justement on les éclate comme ça, et il y avait des syndicats très forts aussi au sein de l'ORTF. Tout à fait, très très forts. Mais ils ont été entendus parce qu'il ne faut jamais oublier, moi je l'ai vécu comme président de l'INA, que la convention collective était unique, valable pour tous les établissements issus de l'ORTF, et qu'il y avait une association des employeurs qui, avec les syndicats, négociait les conditions de travail, de rémunération, etc. Donc, de ce côté-là, le RTF a toujours existé. Jusqu'à maintenant, je dirais même. Donc, le gouvernement n'a pas réussi à casser les choses de ce côté-là. Et finalement, est-ce que c'était une espèce de, pardonnez-moi, de dinosaure, cette RTF, dans le paysage audiovisuel européen, ou non? Est-ce qu'il y en avait encore? Est-ce qu'on peut dire que la BBC, c'était un peu... C'était aussi gros. La BBC avait su faire depuis le début avec une télévision commerciale, ITV, qui finalement ne reniait pas les principes fondamentaux qui fondent au fond le service public d'une certaine manière. Donc il y avait une sorte de déontologie de la BBC. Qui donc a toujours été considéré comme un exemple, finalement, parce qu'ils ont su faire le mariage entre le secteur public et le secteur commercial. D'accord. Et puis comme voix, effectivement, pour le coup, du Royaume-Uni. Et sa politique. Il est vrai que l'idée du monopole est spécifiquement français. D'accord. Et ça, c'est très intéressant, il faut l'expliquer. Pourquoi le monopole? Alors, moi, quand je suis rentré à Matignon, je me souviens qu'un de mes collègues m'a dit « Tu rentres ici dans la religion du monopole ». C'est un postulat de base. Alors j'ai dit, mais d'où ça vient? Ça vient de la guerre. Ça vient de Radio Londres. C'est ça. Et tous les personnels politiques de l'époque étaient pour le monopole. Il y a un secrétaire d'État à l'information de la SFIO qui s'appelait Gérard Jacquet, je crois. Gérard Jacquet, qui a dit, qui a dit, il faut un monopole parce que c'est le seul moyen d'assurer l'objectivité de l'information. Tout à fait. Tout à fait. Vous voyez le raisonnement, hein? Et il y avait vraiment une conviction installée dans tout le personnel politique. Il a fait des comparaisons avec toutes les télévisions européennes, les systèmes de télévision, et donc il considérait vraiment que là, c'était le bon système. Du coup, comme on avait un monopole, il y avait des conséquences. Et la conséquence, c'est que le journaliste du monopole n'est pas un journaliste comme les autres. En cela, Georges Pompidou avait raison, puisqu'il n'avait pas de concurrence. Il était seul à pouvoir parler. Ce n'était pas le cas de la radio. N'oublions pas que la radio était en situation concurrentielle, Tout à fait. avec les périphériques, etc. Mais la télévision, effectivement, le journaliste de télévision avait une responsabilité qui n'était jamais mise en cause par un concurrent, quel qu'il soit. Donc ça explique cette prise de position qui a été mal comprise, évidemment. C'est un journaliste... Est-ce qu'elle a été mal comprise là? Mais on dit que les Français, disons le Français moyen, le Français suivait plutôt ça. Il était plutôt pour que l'État s'en préoccupe et que l'État mette bon ordre à tous les excès qui auraient pu se produire et qu'on avait vu en mai 68. Mai 68, il y a quand même eu un grand mouvement de critique quand même de la télévision, de l'intervention de l'État, de la police qui vous parle ce soir à 20h, etc. Oui, mais aussi, Étienne Moujotte le disait dans un colloque organisé ici, que les périphériques, on faisait un peu trop en donnant le parcours des CRS sur leur antenne pour que les étudiants en profitent. Donc, et le Français moyen qui a voté en masse, ensuite, et dans le sens qu'on sait,
il voulait de l'ordre quand même. Il ne voulait pas que ça soit... c'était encore une base... Exactement. Mais c'est vrai que ce monopole a entraîné ce terrible malentendu. C'est un malentendu, effectivement. On donnait aux Français un monopole de l'État qui a entraîné cette conséquence. Alors, on a parlé de l'audiovisuel, de la presse écrite, on n'a pas parlé de la photo, de la photographie, et c'est une transition un peu toute faite pour évoquer l'image du président de la République. Donc, on a parlé de la politique, de l'administration des médias, etc. Mais s'il y a bien un point sur lequel on peut dire, et tout le monde est d'accord qu'il y a un changement, c'est sur l'image du président. Georges Pompidou a à sa disposition un service photographique à l'Élysée qui a été créé en 1952. Il a le service du protocole, il y a la relation avec les médias. Donc, M. Tessier pourrait en dire un mot également en raison de vos fonctions ensuite à l'Élysée. Il y a les voyages présidentiels. Donc, l'affaire du chahutage à Chicago, fin février, début mars 1970. Donc, il y a une volonté de contrôler un petit peu la communication, mais de s'ouvrir. On a tous à l'esprit Georges Pompidou en famille. Et vous parliez tout à l'heure du reportage de Knapp et des groupes sur Adresse Élysée. Donc, on va y revenir. Et là, on voit tous les aspects de la vie de Georges Pompidou, même l'intimité dans le palais, l'intimité à Cajar. On voit son épouse, on voit sa famille. Et malgré l'affaire Markovitch, qui l'avait quand même bien sonné et créé une blessure profonde, notamment avec le général, etc., on a l'impression qu'il est quand même allé de l'avant et qu'il a créé un précédent. Alors j'aimerais que tous les deux, vous évoquiez ensemble ce point, cette communication présidentielle, et ensuite on peut réfléchir de façon un peu plus large sur l'impact de cette ouverture pour les mandats successifs et ce que ça a donné sur le plan de la fonction présidentielle. Alors peut-être d'abord M. Tessier. Oui, on dit souvent que autant la gestion des médias est sujette à critique, autant la communication personnelle de Georges Pompidou a été une réussite. C'est Jérôme Bourdon qui explique ça dans un excellent article qu'il a fait sur cet aspect des choses. N'oublions pas que le terme communication n'existait pas à l'époque. C'était réservé au téléphone et aux voies routières. Bien de le rappeler. On parlait d'information. Ça vient en 1974, ministère de la Culture et de la Communication. Avec Jean-Philippe Leca, qui la première fois a collé ça. Bon. Mais à l'époque, on ne l'utilisait pas. Effectivement, pourquoi cette réussite? Alors, c'est surtout en tant que Premier ministre que Georges Pompidou, avec ses fameuses causeries, notamment radiophoniques, mais aussi télévisuelles, a installé en comparaison avec le général de Gaulle, et il a profité de ça. Il était à l'ombre du général, mais du coup, il est apparu moins monarque, plus au niveau des Français, plus modeste, plus bon père de famille, dirait-on, par comparaison avec le général. Ça lui a profité. Et il a su développer ça dans ses causeries et le fait qu'il était en plus extraordinairement à l'aise face à la caméra. Ça, c'est frappant. Jamais on a eu, avant les conférences de presse... Il n'a pas eu des entraînements. Il n'a jamais eu d'entraînement. À la différence d'autres. Par exemple, moi, j'ai trouvé dans les archives Chirac, des entraînements, par exemple, de Le Canuet ou de Mitterrand, qui vraiment s'entraînait devant la caméra. Et jamais avant un interview... Mais le général de Gaulle aussi, parce que celui qui était son conseiller... comment il s'appelait quelque chose. Et donc, lui servait de mannequin. Servait de mannequin à De Gaulle pour... Et jamais à une conférence de presse ou un entretien télévisé, nous l'avons eu, on aurait été les premiers concernés, à organiser un entraînement avec un journaliste, lui, etc. Jamais. Il était naturellement à l'aise. C'était frappant, il avait une solidité. Alors, c'est peut-être son côté professeur de Cagne. Oui, c'est ça. Qui a joué. École normale supérieure. Oui, absolument. Et donc, il est tout de suite très à l'aise, très solide, en même temps avec de la culture, sachant lâcher une citation comme le fameux poème de Paul Éluard à propos de l'affaire Rossier. Et donc, ça lui a permis de développer une excellente image. Le deuxième élément, c'est effectivement la vie privée qui est utilisée. Grâce à ce documentaire des groupes et Knapp,
On va à Cajar, on le voit avec sa femme. Alors effectivement, il pousse beaucoup Claude Pompidou à apparaître. Alors est-ce que c'est une conséquence de l'affaire Markovitch, où il voulait montrer qu'il tenait beaucoup à son épouse et que celle-ci avait des qualités qu'il fallait mettre en avant? Pour la première fois, on avait une First Lady à l'Élysée, hein, une vraie mais femme il y de avait quand président. même déjà dans le circuit, depuis 1965, mais ça a été repris par Georges Pompidou, le cabinet de marketing Bongrand. Oui, ça c'était pour le général de Gaulle, ça. Oui, Bongrand. mais ça a été repris par Georges Pompidou, et donc il y a quand même peut-être des conseils qui ont été donnés. Alors, dans ce fameux film-là, Élysée, il dit quand même qu'il est un peu gêné. Hein, il le dit clairement, hein, et par l'exposition de la vie privée, etc. Lui, ça le dérange. Donc, il y a quand même cette dimension, une vision de la séparation entre le privé et le public. Quoique, effectivement, quand on le voit à Cajar, etc. On parle de Bibiche, etc. Voilà, donc il y a un petit côté spectacle. Oui, tout à fait. Ou alors, vous parliez du normalien, d'un homme de culture, etc. Et peut-être la relation qu'il a créée de confiance avec les reporters accrédités, en particulier François Pagès, ou encore Serge Lansac de François, donc des gens avec lesquels il crée une relation peut-être de création de quelque chose, où justement il a peut-être un rapport peut-être un peu littéraire, même à l'image, j'en sais rien, mais on peut s'interroger, parce que c'est contradictoire. D'un côté, il a une espèce de pudeur naturelle et il fait savoir qu'il n'aime pas cette exposition, en même temps, il y va, si j'ose dire, il laisse les choses se faire. On n'a pas parlé des interviews à la presse, mais il s'épanche sur un tas de sujets, il parle de la condition féminine, etc. Il y a des tas de sujets qu'il aborde de façon très naturelle, et puis il fréquente le monde des médias, ce que lui reproche un peu le général, lui fait comprendre que il n'y a pas de fumée sans feu concernant l'affaire Markovitch. C'était un petit peu ça, pour dire les choses un peu simplement. Pierre-Hélène Lazareff en particulier. Alors effectivement, il avait, ça il faut le dire, il avait beaucoup de relations avec beaucoup de journalistes. Oui, c'est ça. Voir les journalistes le passionnaient. Voilà, oui. Il envoyait constamment, en tête à tête, et puis ces fameux déjeuners de presse qu'on organisait aussi pour lui, il y en avait 2 ou 3 par mois, c'était vraiment très suivi. Et il en avait besoin pour 2 raisons. Il en avait besoin d'abord pour sentir le pays, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'études d'opinion comme on en a aujourd'hui. Donc, pour sentir le pays, il fallait avoir les préfets, certes, ou l'ensemble généraux, mais lui, privilégier les journalistes. Bon. Et deuxièmement, pour faire passer ses propres messages, etc. Donc, il voyait beaucoup les journalistes, ça le passionnait. Il avait même des amitiés avec Pierre Lazareff, avec Jean Ferniaud, Tournou, etc. Donc, c'est un aspect très important du travail de presse qu'il y avait autour de lui. Et quelles ont été les réactions justement à ces déclarations sur qu'on le veuille ou non, vous êtes la voix de la France? Est-ce qu'il y a eu des réactions explicites? De la part des journalistes de presse écrite, pas tellement, à ma connaissance. Il y en avait de la part des hommes politiques, oui, certainement, mais dans la profession elle-même, je n'ai pas souvenir d'une prise de position, sauf peut-être le SNJ, les syndicats, mais de la part d'un grand journaliste, peut-être dans l'Express, François Giroud ou Jean-Jacques Servan-Schreiber ont dû peut-être critiquer ça, c'est sûr, mais ça n'a pas créé un problème politique, en tout cas, avec la profession des journalistes. Non. Et on peut dire d'une certaine façon que Georges Pompidou gérait lui-même son image, j'ai l'impression, avec une équipe bien sûr, mais qu'il avait une certaine idée des choses, il ne remettait pas ça finalement à quelqu'un, il avait lui-même... Oui, on était une équipe très légère au service de presse, on était 4, il n'y avait pas de salle de presse, alors il y avait pour les voyages présidentiels, il y avait une équipe aussi avec Madame Sodini, et Evelyne Richard, qui est restée ensuite avec tous les autres présidents d'ailleurs, c'est un phénomène tout à fait intéressant. Et donc, on était une toute petite chose par rapport à aujourd'hui, où alors, ils sont je ne sais pas combien, c'est frappant. Moi j'ai vu une liste des chargés de mission, il y avait quand même beaucoup de chargés de mission, non? À l'Élysée, oui, mais dans d'autres secteurs que celui de la presse. Nous, on était 4, sous l'autorité d'abord de Denis Baudouin et ensuite de Xavier Marchetti. Et finalement, il y a eu
pardonnez-moi, mais l'exposition du corps du président malade. Oui. Alors donc effectivement, là, est-ce que là aussi il n'y a pas eu un peu une espèce de alors ça a été très conséquence difficile. compliquée pour lui? Nous étions dans une situation extrêmement difficile parce que aujourd'hui, un spécialiste de communication dirait il faut de la transparence, il faut tout dire. Enfin, ceci dit, il y a quand même eu Mitterrand qui a aussi qui a eu le même problème pour une raison très simple. À Ouais. partir du moment où vous dites que vous êtes condamné, vous n'avez plus aucune autorité. Donc, soit vous restez en ne disant rien, soit vous partez. Le choix est celui-là. Accru dans le cas de Georges Pompidou par le fait qu'il ne savait pas lui-même ce qu'il avait. Regardez ce qu'a écrit Alain, son fils, très bon ami, et qui essayait de gérer ça avec beaucoup de difficultés, parce que les spécialistes eux-mêmes ne savaient pas quelle était l'évolution de cette maladie terrible qui frappait le président. Donc ça a créé un énorme problème de communication. Personne ne savait rien. Alors nous avions les communiqués du médecin, M. Bourdaloue, c'est ça? Comment il s'appelait? Oui, qui parlait de grippe, de choses comme ça, d'hémorroïdes. Mais ça, c'était la manière médiatique de répondre. Oui, mais nul, pardonnez-moi. Ouais, nul. Alors nous avions ouais. géré ça. Alors il faut aussi dire que les journalistes français ont été d'une pudeur extraordinaire et ne m'ont jamais demandé quoi que ce soit là-dessus. Hein? En revanche, des journalistes étrangers, et notamment américains, nous ont assaillis, et je me vois encore dans le bureau d'Édouard Balladur, répondant à sa demande au téléphone avec un journaliste de chez le New York Times ou je ne sais quel journal américain sur un communiqué de cet ordre qui était sorti. Ils étaient, eux, comme des hyènes. C'est d'autres traditions de la presse. Voilà, et la presse française a été vraiment exemplaire. Hein. Pour eux, la vie privée devait être protégée. Le Canard enchaîné le disait lui-même, d'ailleurs. Hein. On ne passe pas le seuil de la vie privée d'un homme politique. Mais quand même, c'était un thème pour l'opposition, quand même, cette histoire de maladie de Georges Pompidou. Ah oui, hein. évidemment. Et pour la presse magazine aussi. Hein. Après Reykjavik, on a vu les photos, etc. Donc c'est devenu un thème sur l'affaiblissement du président, sur un mandat qui allait se terminer, sur tout ce qu'on peut imaginer. Mais ça a été en termes de gestion de presse très difficile, là, pour nous. Très, très difficile. Oui, alors justement, vous parlez de la presse américaine, et on peut peut-être terminer sur ce point, c'est-à-dire essayer de comparer un petit peu, on dit qu'il y a une évolution d'image présidentielle, mais vous dites qu'il y a une certaine pudeur éthique, voire des médias français. Comment situer finalement cette image présidentielle par rapport aux États-Unis, par exemple, où on en est à ce moment-là? Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Est-ce que vous avez quelques éléments sur est-ce qu'il y a une vraie évolution française ou ça reste encore très... Je dirais pas. D'abord, je pense que cette opposition entre le privé et le public n'est pas la même que celle qu'on a aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, c'est progressivement des éléments qui se sont mis en place. Moi, je pense toujours que depuis 1965, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Et que donc on a voulu interroger de façon privée, finalement, tous les candidats, etc. Donc il y a une exposition privée qui existe. Voilà. La presse américaine, elle a d'autres traditions. Elle a d'autres traditions, y compris pouvoir aller, comme la presse britannique, jusqu'à véritablement l'exposition du scandale. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est ce qu'il y avait un éditorialiste connu à l'époque, qui était Jean Ferniaud. Et Jean Ferniaud, il parlait du tout-État. C'est-à-dire que le tout-État, c'est véritablement les journalistes, ils sont eux aussi pris dans un système. Et donc, ils ne veulent pas aller contre ce système. Oui, tout à fait. Monsieur Tessier, tout à fait. Oui, il y a une évolution importante là, qui se manifeste, qui sera encore plus nette avec Valéry Giscard d'Estaing dans la fonction présidentielle face aux médias. Ouais. Le point important, c'est que à la fin du mandat du président Pompidou, il apparaissait clairement qu'il fallait que le RTF soit réformé complètement. On n'a pas été jusqu'à supprimer le monopole, mais c'était les prémices. On avait le pluralisme dans le monopole, si j'ose dire.
Donc on avait fait un pas considérable et qu'il fallait poursuivre, hein, à mon sens. Hein. Ça a été fait après, par le président Mitterrand notamment, et ensuite en 1986 avec la privatisation de TF1. Mais là, il fallait effectivement introduire le pluralisme dans l'audiovisuel comme il existait dans la presse écrite. Cette particularité française apparaît aujourd'hui comme complètement incompréhensible. C'était frappant. Donc c'est la caractéristique de la période. Mais effectivement, l'opposition entre la bonne gestion faite par Pompidou de son image et les difficultés qu'il a rencontrées pour la gestion, notamment de l'ORTF, peut être contrebalancée. D'un côté, c'est pas lui qui a géré les médias, c'est le Premier ministre. Hein, et d'ailleurs, le Premier ministre, on a subi les conséquences. Hein. Et de l'autre côté, la maladie est venue mettre en cause la bonne image que le président donnait, parce que fatalement, là, la vie privée a disparu, respectée en cela par les médias, et donc ça a été tout à fait différent par rapport au début du mandat présidentiel. Et puis il a su suivre avec cette image, au fond, l'évolution de la société, puisque les Français pouvaient s'identifier à lui. Oui. Il avait, par son parcours venant d'un milieu paysan, il a eu un parcours, comme on dit facilement aujourd'hui, méritocratie. En tout cas, il avait traversé toutes les strates de la société, milieu culturel, finance, politique, etc. Donc c'est quelqu'un qui pouvait, sans s'entraîner, en fait, s'adapter à son auditoire. Il était convaincu aussi depuis déjà pas mal de temps sur les pouvoirs de la radio et de la télévision. Donc il était convaincu que c'était quand même des médias qui suivaient l'évolution sociale. Et donc il fallait s'y faire. Hein. Et lui-même facilement pouvait être la personnalité accessible parce qu'il retrouvait ses réflexes tout simplement du Cantal. À Cajar, on le voit très bien dans l'adresse Élysée, etc. Il est auprès du feu, il essaie d'allumer une cheminée. Voilà. Sauf que ça avait un petit côté aussi mise en scène. Oui, aussi. Mais tout en étant mise en scène, peut-être pas si artificiel que ça dans sa posture. Oui, il retrouvait des choses, mais c'était pas exactement la même chose. Il le dit d'ailleurs, hein, quand on le voit dans ce fameux film. Et on voit aussi la différence de tenue entre le costume, la cravate, etc., dans les salons de l'Élysée. Et donc, en fait, quand il est à Cajar, avec un pantalon de jean un peu à la Chine, pantalon etc. de velours. Mais pour terminer avec une image, justement, du président Pompidou qui revient à ce que vous dites, hein, j'ai en souvenir un moment assez étonnant, qui était tout près de la fin, hein, où il y a eu une représentation, où il y avait un petit théâtre à l'Élysée, et il était décidé de faire venir Thierry Le Luron, qui était tout jeune à l'époque, qui était en train de se faire connaître, hein, des Français, notamment en imitant Giscard et Chaban, c'était sa spécialité. Et donc, il y avait ce spectacle incroyable, où le président et sa femme riaient à gorge déployée devant un Thierry Le Luron, qui imitait Chaban et Giscard en train de faire l'inventaire des meubles, puisqu'on savait qu'ils étaient concurrents pour lui succéder. Donc ils étaient là. Alors vous imaginez la scène, il riait à gorge déployée, et il y en avait un dans un coin qui faisait une tête pas possible, c'était Giscard. Donc ce spectacle nous permet de revenir au naturel de Georges Pompidou. Là, c'était lui, hein, oui, c'était lui avec sa bonne nature, homme français moyen, hein, qui riait comme tous les Français de l'époque le faisaient. Il y avait une salle de cinéma aussi, il me semble, à l'Élysée, où pas il visionnait. Pas à l'époque encore, je crois. Il faudrait vérifier, mais en tout cas, il s'intéressait, il suivait l'évolution cinématographique. Ah oui, tout à fait. Donc ce côté homme de culture, s'intéressant à tous les arts et toute la création contemporaine, on le voit avec le Centre Pompidou, l'IRCAM, etc. Bon, ça a certainement joué dans cette capacité. Et puis je pensais à une chose aussi, c'est quand c'est concomitant où ça se suit, mais quand la reine Elisabeth II a fait entrer les médias dans sa famille. Je crois que c'était un reportage de 68 ou 69, ce long documentaire, qui d'ailleurs on voit, je crois, l'intronisation du prince Charles comme prince de Galles, et en fait, qui lui a causé du tort d'ailleurs. Ensuite, elle est revenue sur cette stratégie. Mais ça tombe à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il y a eu aussi, il a regardé ça de loin, il avait quand même des sources d'inspiration. C'était une évidence qu'il fallait étudier la télévision. C'était une évidence. Hein, mais sur la vie privée, je veux dire, l'introduction dans l'intimité du pouvoir. Après tout, si la reine le faisait, pourquoi pas en France la Mais fonction il l'a fait présidentielle. aussi pour ne pas être le général.
pour pas être le général. Alors je pense qu'on peut peut-être terminer là-dessus. Ouais. Comme il le disait, il l'a dit dans des entretiens, il disait il ne s'agit pas, je veux pas être le général de Gaulle. D'abord, il l'admirait énormément. C'est une des personnes pour lesquelles, par rapport dans ses notes et portraits, il est parfois très critique, un peu acide sur un tas d'hommes politiques, mais le général de Gaulle, c'est à part. Et il dit on ne succède pas au général de Gaulle. Donc il ne s'agit pas de faire du de Gaulle bis, mais en même temps de consolider. Et il a utilisé d'autres chemins. D'autres chemins. Et je pense qu'on peut peut-être terminer sur ce mot, c'est-à-dire on a essayé de voir dans ce domaine des médias, de l'image, la construction d'une image présidentielle qui évolue, dans la politique des médias, dans des débuts d'évolution et pas seulement le maintien rigide des choses. Donc l'action de Georges Pompidou, c'est aussi une action en évolution qui a préparé d'autres transformations. Donc un moment complexe, lui-même est une personnalité complexe, on le voit encore ici sur la question des médias, et qui mérite encore davantage de travaux et de recherches. Les historiens sont là pour cela, heureusement. Dans les archives audiovisuelles qui sont si riches au fond, et les archives aussi orales. Mais pas si riches sur les enregistrements. Hein. Oui. C'est-à-dire que dans les archives de l'INA, on trouve les conférences de presse, évidemment. Mais on ne trouve pas beaucoup d'autres choses. Oui. Vous voyez ? D'accord, ok. Donc, il y a peut-être des choses à retrouver. Les conférences de presse dont on aurait pu également parler. Parce que les interviews, les allocutions, les vœux. Les vœux, très intéressants, les vœux. Les vœux présidentiels. Ce sera peut-être l'occasion de prolongement ultérieur. Donc je voulais vous remercier, Monsieur Jean-Pierre Tessier, qui a travaillé auprès de Georges Pompidou et qui encore aujourd'hui s'occupe de l'Institut Georges Pompidou en tant que vice-président, et Madame Evelyne Cohen, enseignante-chercheuse, professeure de l'université, qui travaille sur ces médias, sur l'ORTF. Et la suite, actuellement, vous travaillez sur... Je m'intéresse particulièrement au moment de la privatisation de TF1. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de choses j'en ai déjà sorti un certain nombre, mais je voudrais quand même y travailler beaucoup plus. C'est un peu la mission aussi de l'Institut Georges Pompidou d'évoquer des travaux des chercheurs aujourd'hui, de faire se rencontrer témoins, historiens, d'approfondir le support d'archives, l'analyse, l'étude, l'apport critique et de faire réaliser cette mission tout à fait originale entre histoire et mémoire. Donc je vous remercie de nous avoir encore écoutés pour cette belle émission sur les médias, sur Georges Pompidou et les médias. Alors, on se retrouvera très bientôt pour un autre numéro des rendez-vous de l'Institut Georges Pompidou qui sera consacré à Paris. Et j'aurai le plaisir de recevoir à cette occasion, entre autres, René Galli-Dejean. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.